Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. 2000 écoles fermées, une centrale nucléaire à l'arrêt et un pays écrasé par la chaleur. On débat ce soir de l'adaptation au changement climatique. Faut-il acheter des climatiseurs pour tous comme le propose Marine Le Pen, planter des arbres en ville ou repeindre les toits en blanc? Que valent ces différentes solutions? On en débat ce soir avec nos invités. Comment éviter une nouvelle affaire Le Square Next? C'est tout l'enjeu des auditions qui avaient lieu cet après-midi à l'Assemblée. Manon Lemoine, qui est une des victimes du chirurgien, ainsi que l'avocate Marie Grimaud, seront les invités de Ça vous regarde, aux côtés du président de la Commission des affaires sociales, Frédéric Valletoux. Enfin, François Bayrou face à la motion de censure du PS. Les débats sont en cours dans l'hémicycle. On y reviendra à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire. On est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Les étés se suivent et se ressemblent à un détail près. Les canicules sont de plus en plus précoces. Elles nous empêchent de dormir, elles nous empêchent de travailler ou d'aller en cours. Alors, que faire? Comment adapter nos villes à cette nouvelle donne? On en débat ce soir avec Cédric Ringenbach. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, vous avez créé la fresque du climat et vous avez aussi dirigé auparavant le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. À vos côtés, Elisabeth Loucaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du groupe écologiste et social élu de la Vienne. Et enfin, Antoine Vermorel-Marquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la droite républicaine, élu de la Loire, et c'est vous qui êtes en charge des questions d'écologie au sein de votre groupe et de votre parti. Mais d'abord, pour commencer, le récap de Thibault Hénoch. Bonsoir Thibault. Bonsoir Clément et bonsoir à tous. La canicule est devenue depuis 48 heures un sujet politique. Oui Clément, je ne sais pas si vous avez remarqué ce paradoxe, mais cette vague de chaleur donne au gouvernement des sueurs froides. C'est ce qu'on appelle le syndrome Mattei. Vous savez, ce ministre de la Santé qui, en 2003, avait répondu à l'épisode avec une certaine décontraction. 15 000 morts plus tard, cela lui avait valu son poste. Et depuis, les gouvernements font très attention à leur communication sur le sujet. Illustration ce matin avec un exécutif mobilisé à la cellule de gestion de crise interministérielle autour d'un message. Tous les services de l'État sont mobilisés, monsieur le ministre de l'Intérieur, bien sûr. Les préfets, tous les services de secours, tous les professionnels des soins et d'accompagnement, le personnel des EHPAD, les établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Voilà, mobilisation générale. Et alors que les Français suffoquent, pas question d'apparaître sans réponse. On a donc fait chauffer la boîte à idées. En vrac, le Premier ministre a vanté la géothermie pour utiliser la fraîcheur des sols, les glaçons devant les ventilateurs. La ministre de l'écologie, les réseaux de froid, ce sont des systèmes de climatisation naturelle. Et puis la ministre de la Santé a plaidé pour les pièces tempérées dans les maisons de retraite, les îlots de fraîcheur en ville et les t-shirts mouillés. La liste est véridique et au-delà de l'anecdote, elle montre un fait politique. La réponse à la chaleur est devenue un enjeu public. Et ce n'était pas le cas jusqu'ici? Oui et non. En mars, le gouvernement a lancé le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Seulement pour l'heure, il patine. Tout comme le vaste plan de rénovation thermique des écoles annoncé par Emmanuel Macron en 2023. 5 000 ont été rénovés à ce jour sur 44 000. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui d'ailleurs de nouvelles discussions avec les maires sur le sujet. Mais le financement pose problème. Le fonds vert, destiné notamment à aider les communes à s'adapter, est passé de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard d'euros. Alors, quelles mesures pourrait-on prendre? Alors, une proposition de loi est sur la table de l'Assemblée, initiée par la Fondation pour le logement et soutenue par 7 groupes politiques. Elle prévoit de lutter contre les bouilloires thermiques, ces logements qui deviennent irrespirables en été. Un logement sur 3 serait concerné en France, en particulier chez les ménages les plus modestes. Plusieurs mesures sont envisagées. Le plus simple, c'est d'avoir un plan volet. C'est vraiment le minimum du minimum qu'on demande, que les 40% de logements qui n'ont pas de volet en soient équipés rapidement. Il faut aussi des brasseurs d'air dans les pièces à vivre, dans les salons, dans les chambres, pour diminuer un petit peu la température. Il y a d'autres méthodes, comme repeindre les toits en blanc, végétaliser les cours d'immeubles. Voilà, et la loi pourrait aussi rendre obligatoire l'affichage d'une note d'été A, B, C, D, E, F ou G dans les annonces immobilières. Autant d'idées dont je vous laisse débattre en espérant que les esprits ne s'échauffent pas trop en plateau. On va faire en sorte, effectivement. Merci à vous, Thibault Hénoch. Cédric Ringenbach, on a l'impression que la France a mis un peu de temps à accepter cette idée qu'il fallait s'adapter au réchauffement climatique.
Oui, et elle n'est pas la seule. Quand on commence à parler du changement de l'adaptation au changement climatique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, est-ce qu'on a renoncé à mitiger notre impact sur le climat? Et ça remonte à très loin. Hein. Le premier rapport du GIEC, dans le groupe numéro 2 qui parle des conséquences du changement climatique, le nom du rapport ne comprenait pas le terme adaptation. C'était uniquement les potentielles conséquences du changement climatique. Voilà. Et depuis, il y avait cet espoir de pouvoir éviter cela, quoi. Voilà. Et depuis, je ne sais plus à partir de quel rapport, mais à un moment donné, on l'a renommé conséquences, vulnérabilité et adaptation. Voilà. Et donc l'adaptation a mis un certain temps à s'imposer comme une thématique, tout simplement parce que le changement climatique, il est réel, il est bien là, et maintenant on n'a plus le choix. Il faut également s'adapter en plus de mitiger notre impact. Lisa Bellouko, est-ce que pour l'écologiste que vous êtes, accepter cette idée qu'il faut s'adapter à ce réchauffement, c'est quelque part reconnaître une forme de défaite? Eh bien, il y a toujours eu ce débat, effectivement, même au sein des écologistes. S'adapter, ça ne veut pas dire renoncer à tout faire pour réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, à tout faire pour réduire au maximum notre impact sur le changement climatique. Mais le fait est que aujourd'hui, on n'a plus le choix, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux chaleurs excessives qu'on connaît l'été, mais il faut s'adapter aux événements climatiques extrêmes. On le voit bien, hein, à l'Assemblée nationale, par exemple, on est dans des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés aux tempêtes. On a pris l'eau. On prend l'eau régulièrement maintenant. Donc c'est devenu obligatoire, c'est devenu incontournable. Il faut s'adapter à la situation telle qu'elle est déjà maintenant. Et puis, il faut avoir à l'esprit que le ministre Béchu, à l'époque, parlait de s'adapter à plus 4 degrés. Dans une France à plus 4 degrés, c'est la quasi-totalité des logements qui seront inadaptés et qui deviendront des bouilloires thermiques. Aujourd'hui, on parle de 1 logement sur 3. Dans une France à plus 4 degrés, c'est 90% du parc immobilier qui sera plus vivable l'été. Donc oui, il faut absolument prendre les choses au sérieux et s'adapter à la situation. Ça n'empêche pas de tout faire pour réduire au maximum notre impact sur le changement climatique. Antoine Vermorel-Marquez, vous êtes un des rares à droite à porter une vision de l'écologie politique. Justement, comment vous voyez les choses, cette adaptation au changement climatique, comment vous l'abordez? Nous, dans notre famille politique, la question de l'adaptation, elle est cruciale. Parce que non seulement on a dit qu'il fallait tout faire pour atténuer notre empreinte carbone, ce qui est vrai, mais on représente moins de 2% des gaz à effet de serre en France. Donc si les autres continuent à polluer, de toute façon, la Terre se réchauffera. Et donc il faut s'adapter. Et ça ne sera pas la fin du monde ou la fin du mois, ce sera probablement plus difficile. Il faudra qu'on fasse des efforts. Et on le voit en ce moment avec la canicule. Mais la grande différence pour moi entre l'adaptation et l'atténuation, même si je ne veux pas caricaturer, c'est que l'atténuation, on a du mal à voir par quel chemin on y arrive. On a quelques idées, on peut avoir des échanges sur le nucléaire, sur comment on décarbone l'économie. Mais par contre, l'adaptation, on sait ce qui se passe chez nos voisins, au Portugal, en Espagne, en Italie. Et donc, on a des mesures concrètes qui ont déjà été testées pour voir comment on arrive à résister, comment on fait une société plus résiliente. Et on le voit tous les jours. Moi, chez moi, dans ma circonscription, à Roanne, on a maintenant des personnes qui souffrent beaucoup de la chaleur l'été. On a aussi des maisons qui avaient accès à l'eau, qui n'ont plus accès à l'eau aujourd'hui. On a des risques d'incendie, de feux de forêt. Pour l'instant, personne n'en parle, mais tant mieux. Tant mieux. On en a parlé un peu cette semaine déjà. Mais on est encore relativement épargné dans cette vague de forte chaleur sur les incendies de forêt. Et donc, à mon avis, vraiment, l'axe prioritaire, c'est la question de l'adaptation. Alors, on va commencer par ces logements qui deviennent inhabitables l'été tellement il fait chaud à l'intérieur. Vous le disiez, Lisa Bellouko, ça représente à peu près un tiers des logements en France qui sont considérés comme étant des bouilloires thermiques. Déjà, Cédric Ringenbach, de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de bouilloire thermique? Est-ce qu'un appartement qui a été rénové pour faire face au froid hivernal, il sera apte à résister aux chaleurs d'été? Et est-ce qu'une passoire thermique l'hiver est forcément aussi une bouilloire thermique l'été? Oui, on a bien le vocabulaire de la cuisine pour passoire, bouilloire. C'est malheureusement pas exactement la même chose. On a plus de chances d'être mieux adapté aux fortes chaleurs quand on est dans un appartement, dans un logement bien isolé, mais ce n'est pas du tout suffisant. En fait, on peut avoir quelque chose de bien isolé et qui va justement devenir une étuve en cas de forte chaleur parce que les rayons lumineux rentrent beaucoup trop dedans et ça peut d'ailleurs justement être quelque chose qui a été fait exprès, hein, ce qu'on appelle la conception bioclimatique, qui consiste à faire rentrer correctement les rayons du soleil dans le logement et puis ensuite par effet de serre, ça ne ressort pas et ça reste à l'intérieur. Quand c'est bien conçu, les rayons du soleil rentrent bien pendant l'hiver et beaucoup moins pendant l'été, notamment parce qu'on a mis des choses très simples
L'ombre, une super technologie. Des casquettes, tout simplement, enfin, de faire en sorte que les rayons du soleil, quand ils sont quand ils viennent de beaucoup plus haut, ne rentrent même pas dans le logement. Et c'est, avant d'aller parler de climatisation, revenons à des choses extrêmement simples, ça a été dit dans un reportage à l'instant, faire de l'ombre et empêcher juste la chaleur de rentrer. Alors justement, c'est une des propositions qui figure dans cette proposition de loi que votre groupe porte à l'Assemblée avec 6 autres groupes. C'est une proposition de loi transpartisane. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les mesures concrètes qui y figurent? Oui, l'idée en fait, c'est que jusqu'à maintenant, les logements, ils ont été pensés, ou du moins ça fait un moment qu'on pense à la lutte contre le froid hivernal, à se protéger du froid. Et ça commence à être maîtrisé. On ne rénove pas assez vite, etc. Mais on oublie très souvent d'intégrer le confort d'été. Dans le DPE, on n'a pas de prise en compte, par exemple, du confort d'été, dans le diagnostic de performance énergétique. Même dans les critères de MaPrimeRénov', on commence juste à avoir des critères sur la question du confort d'été. Et ce n'est pas la même chose que l'isolation hivernale. Donc la première proposition, la première idée de cette proposition de loi, c'est de dire qu'il faut penser aussi confort d'été. Donc il faut donner une note ou un critère confort d'été au logement, au même titre que sur le DPE, on est A, B, C, D, E, F, G en fonction de la qualité énergétique du logement. Il faut aussi mettre en place des protections extérieures. Donc c'est la logique très simple de faire de l'ombre. Des volets, des stores, mais plutôt à l'extérieur. Les rideaux, ça ne suffit pas, puisqu'on est derrière la vitre, c'est embêtant. Ou permettre l'installation de brasseurs d'air. Ça, on finance avec les aides publiques la rénovation énergétique, la protection thermique, pas les brasseurs d'air, alors que c'est une technique, c'est des ventilateurs au plafond, tout simplement. Et puis, il va falloir aussi un peu assouplir notre approche. Alors moi, je suis très attachée à la protection du patrimoine en France. Et je pense que les architectes des bâtiments de France ont vraiment fait un beau travail et on a des centres-villes très protégés. On pense quand même qu'il va falloir assouplir un peu les critères des architectes des bâtiments de France pour pouvoir justement mettre des volets, mettre des protections sur les bâtiments pour les adapter à la chaleur. Est-ce qu'il y a aussi une ambition de fixer un calendrier de rénovation pour ces logements ou pas? Il va falloir aller plus vite. Oui. Ça, c'est certain. Mais ça veut dire que l'idée, c'est quoi? C'est d'interdire à la location les bouilloires thermiques d'ici à quelques années ou... Sur la même logique, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de critères intégrés au DPE, sur la même logique qu'on va interdire les passoires thermiques, l'idée, c'est de faire pareil avec les bouilloires thermiques. Évidemment, il faut mettre les moyens en face. L'accompagnement. Et l'accompagnement. Pourquoi ne pas intégrer ça à MaPrimeRénov'? Alors, MaPrimeRénov' n'a pas trop le vent en poupe en ce moment, mais on pourrait intégrer ce volet-là à MaPrimeRénov'. Antoine Vermorel-Marquez, je ne crois pas que votre parti, que votre groupe à l'Assemblée soutienne cette proposition de loi. Le président de votre parti, Bruno Retailleau, il parle d'écologie du bon sens, mais mettre des ventilateurs ou des volets, c'est pas du bon sens. Le texte ne nous a pas été soumis encore, je vérifiais juste avant de venir. Donc, vous n'êtes pas co-signataire on ne l'a pas soumis à co-signature pour l'instant, donc je l'étudierai précisément. Mais non, en fait, la question de fond, il y a à la fois l'ancien, mais il y a surtout le neuf. Moi, quand je vois qu'on continue à construire des logements en plein sud avec des architectes qui adorent le verre et qui nous font des belles façades en verre et à l'intérieur desquelles on sait qu'on ne pourra plus vivre, je pense qu'on doit avoir un réflexe adaptation très fort. De la même manière, j'ai par exemple chez moi un maire qui a construit une salle des fêtes il y a 10 ans. L'architecte lui a mis des baies vitrées partout. Et 10 ans après, il est obligé d'investir 40 000 € pour climatiser l'intérieur parce qu'il ne peut pas la louer l'été tellement il fait chaud à l'intérieur. Il y a l'exemple d'une piscine qui a été construite il y a 10 ans, enfin 5 ou 6 ans je crois, qui s'est transformée l'été dernier en sauna. Il y a eu un arrêté municipal de fermeture de la piscine parce qu'il faisait trop chaud dans le bâtiment, sur des bâtiments neufs. Et donc on a un enjeu énorme avec les architectes de faire en sorte qu'il y ait ce réflexe adaptation sur le neuf. Et après effectivement sur l'ancien, on peut s'interroger sur que la prime rénov' puisse être une prime froid. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le dit, mais on meurt plus du chaud que du froid en France, de par les bouilloires thermiques qui sont présentes. Et ça peut être des volets, ça peut être des ventilateurs, ça peut être aussi, et moi j'y serais assez favorable, une baisse de la TVA sur des biens de première nécessité comme le ventilateur. Il n'y a aucune raison qu'on ne regarde pas ça comme ça peut se faire dans d'autres pays européens, mais de façon à permettre aux gens de s'adapter à ce changement climatique. Alors, il y a l'adaptation aussi des écoles. On en parle beaucoup aujourd'hui. 2000 écoles sont restées fermées à cause de cette vague de chaleur. Cédric Ringenbach, comment vous regardez ce plan de rénovation qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2023, qui prévoyait de rénover 40 000 écoles en 10 ans, et là, on en est à 5 000, a priori. Je crois que vous avez dit les chiffres.
ça ne va pas assez vite. C'est exactement la même chose que pour les rénovations dans l'absolu. On sait que le bon ordre de grandeur des rénovations thermiques en France, c'est de l'ordre d'1 million par an. Voilà. On en est très très loin. On court difficilement derrière les quelques centaines de milliers de rénovations. Le problème, c'est le coût. Les écoles. Alors, le problème, c'est le coût. En fait, il faut aussi repenser la façon de calculer les choses. Quand vous avez des dépenses qui vous font gagner de l'argent par la suite, eh bien, vous devez comparer les dépenses actuelles avec les recettes futures. Et pour faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle le taux d'actualisation. C'est-à-dire qu'on a toujours une préférence pour le présent. Et donc, on n'est pas prêt à dépenser X aujourd'hui pour gagner exactement X demain. Donc, par contre, il faut qu'il y ait un vrai bénéfice dans le futur. Un taux d'actualisation, désolé, c'est un petit peu technique, mais un taux d'actualisation élevé, c'est ce qui drive les entreprises qui ont besoin de faire de l'argent rapidement. Quand on est l'État, et que l'on est là pour défendre l'intérêt général, on se donne un taux d'actualisation qui est beaucoup plus faible et qui permet d'enclencher aujourd'hui des dépenses qui vont s'amortir sur du très long terme. C'est ça un taux d'actualisation faible. Le taux d'actualisation directeur de l'État, il est, je crois, 3%, 3,2%. Et si on raisonne avec ce taux d'actualisation-là, alors les investissements, on les fait. C'est-à-dire qu'ils sont rentables sur le papier, ils sont rentables véritablement. Et c'est là que l'État a une vraie responsabilité de faire correctement ses calculs, d'appliquer correctement son taux d'actualisation et de prévenir les catastrophes futures. Alors, face à la canicule, chacun y va un peu de ses propositions. Marine Le Pen et Éric Ciotti ont fait les leurs aujourd'hui avec un plan clim. La présidente du Front National promet donc d'équiper en climatiseurs les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. On voit cela avec Baptiste Gargui-Chartier. L'Hexagone confronté à un épisode caniculaire quasi inédit. Un pays en surchauffe et une question, la climatisation est-elle la solution? Marine Le Pen en est convaincue, la chef de file du Rassemblement national plaide pour un plan climatisation nationale. La climatisation, ça sauve des vies. Et donc je considère que laisser les gens mourir dans les hôpitaux de la chaleur, préférer fermer des écoles plutôt que de développer un plan climatisation m'apparaît totalement absurde. La France semble sous-équipée en matière de climatisation, loin d'être le pays leader dans le monde. L'Hexagone se distingue par un taux d'équipement en climatisation de 25%, nettement plus faible qu'aux États-Unis, au Japon ou encore en Corée du Sud, où près de 9 foyers sur 10 disposent d'un air conditionné. Mais culturellement, les Français semblent montrer une certaine résistance à la climatisation. Selon un dernier sondage, 75% d'entre eux n'y seraient pas favorables et dans les rues de Paris aujourd'hui, chacun y va de son argument. Parce que ça pollue et que on peut s'en sortir sans la clim en fermant les volets et en faisant attention. Le bâtiment est très ancien et je pense qu'il n'est pas possible d'installer une clim. Les enfants en ont et pourquoi vous n'en avez pas? Question financière, voilà. Pour la ministre de la Transition écologique, le plan climatisation initié par Marine Le Pen n'est pas recevable. Sur la climatisation, c'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Si la climatisation fait débat aujourd'hui, les experts à l'unanimité plaident pour des mesures d'aménagement du territoire. Lisa Bellouko, la patronne de votre parti, Marine Tondelier, a ironisé aujourd'hui sur le fait que le programme écologique du RN, c'était acheter des climatiseurs. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de balayer d'un revers de main ce sujet des climatiseurs? Est-ce que c'est quand même pas une solution immédiate, à court terme, à certains cas de figure précis? C'est globalement une solution qu'on ne peut pas généraliser. Et ce serait complètement bête de penser qu'on peut généraliser. Ça juste contribuerait à accentuer l'effet d'îlots de chaleur urbains dans les villes denses. Imaginez, s'il y avait des climatisations partout à Paris, il ferait 1 degré, 1,5 degré encore de plus dans la rue. Donc c'est franchement pas malin. Évidemment, dans les bâtiments dont parlait mon collègue tout à l'heure, qui ont été mal conçus, qui retiennent la chaleur et qui sont des bâtiments qui reçoivent des personnes vulnérables, des maisons de retraite, des EHPAD, évidemment. Là, il ne faut pas être non plus idiot, il faut climatiser dans ces endroits-là. Mais par ailleurs, on a quand même des climatisations naturelles formidables dans nos villes aujourd'hui ou un peu partout sur le territoire. Ce sont déjà les bâtiments anciens qui ont une inertie vraiment importante parce qu'ils sont conçus en pierre et donc ils vont stocker
ou maintenir la fraîcheur le plus longtemps. Et quand vous êtes au rez-de-chaussée de bâtiments anciens, vous avez vraiment beaucoup de degrés en moins. Donc on pourrait réapprendre à concevoir comme ça, ou alors profiter de ces espaces-là qui restent frais pour mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables. Et puis dans d'autres endroits, alors ça peut paraître un peu plus étonnant comme proposition, mais moi je viens d'une ville, Poitiers, où il y a de l'habitat troglodytique. Pourquoi ne pas réinvestir ces habitats-là pour mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables? Catacombes à Paris, mais bon, c'est pas très accueillant. Hein. C'est pas très accueillant. Mais les caves, les catacombes, les habitats troglodytes, c'est des endroits où les gens vivaient à une époque, hein, donc, où certains vivent encore. Pourquoi, quand on a ce patrimoine à disposition, pourquoi ne pas l'utiliser pour mettre à l'abri les personnes fragiles? Cédric Ringenbach, on l'a entendu, là, les Français sont quand même globalement assez réticents, ça coûte cher. C'est pas écolo, hein, ils le disent souvent quand on les interroge là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de règles à respecter en ville pour pouvoir installer de la clim. Sur le côté pas écolo, qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les chiffres exactement? Est-ce qu'il y a des espoirs d'avoir un jour une clim écolo? Les espoirs d'avoir une clim écolo, alors déjà, il faudrait qu'elle marche avec une électricité la plus décarbonée possible, et ce sera déjà pas mal. Mais la clim, ça doit être le dernier recours, en fait, quand on a épuisé les autres juste avant. On a parlé de mettre des volets, on a parlé d'empêcher les rayons lumineux de rentrer dans les logements. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la ventilation, c'est quelque chose qui ne va pas faire baisser la température, qui va faire baisser le ressenti, parce que c'est la vitesse de l'air sur votre peau qui augmente l'évapotranspiration, la transpiration et donc du coup le refroidissement du corps. Donc un ventilateur, ça consomme 10 fois moins qu'une climatisation. Au minimum, peut-être même encore plus, il y a peut-être encore plus d'écart que ça. Donc ça, c'est vraiment les premières choses à faire. Et quand, malgré tout ça, on reste dans une situation où on suffoque, là, on va commencer à réfléchir à la climatisation. Mais ça reste quelque chose. Au niveau mondial, les dépenses et les émissions de CO2 des climatisations vont commencer à devenir de plus en plus importantes et concurrencer le chauffage sous nos latitudes. Antoine Vermorel-Marquez, la climatisation, personne ne se pose même la question pour les bureaux, les centres commerciaux aujourd'hui, elle est là et tout le monde s'en félicite. Et pour les écoles, on a l'impression que ça freine, il n'y a que 7% d'écoles climatisées. Est-ce que c'est juste une question de coût, d'argent, d'investissement, ou est-ce qu'il y a cette idée que, non, la clim, ils peuvent s'en passer dans les écoles? Déjà, je rappellerai que les écoles sont fermées en juillet-août, donc il faut avoir toute proportion gardée sur la capacité à climatiser des lieux publics qui sont fermés là où le moment où il fait le plus chaud. Moi, quand j'entends Marine Le Pen défendre la climatisation pour tous, j'ai l'impression d'entendre Bruno Le Maire qui disait « Ouh là là, il fait froid, mettez un pull vert ». Mais pardon, mais qui paye? Je veux dire, quand les gens mettent la clim chez eux, ça leur coûte cher. C'est ça le projet de société qu'on porte pour la défense du pouvoir d'achat des personnes. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des solutions, alors qui paraissent peut-être plus dérisoires, mais quand vous dites on va vous aider avec ma prime rénov à mettre des volets sur vos fenêtres et que vous allez gagner 5 degrés à l'intérieur de chez vous, c'est peut-être plus intelligent que de leur dire on va vous aider pour mettre une clim qui va vous coûter cher toute votre vie. Et plus il fera chaud dehors, plus il faudra climatiser l'intérieur et plus ça vous coûtera cher en électricité. Donc c'est assez. Moi, j'ai été assez perturbé par la proposition. C'est pas la première fois de la part de Marine Le Pen, mais c'est pas parce qu'il fait chaud et qu'elle a la climatisation dans tous ses bureaux et dans toutes ses voitures qu'il faut la prôner pour tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas payer la climatisation. Alors, il nous reste 3 minutes à peine de débat. J'aimerais qu'on évoque cet enjeu de repenser la ville. C'est ce qu'on nous répète tous les jours face au changement climatique. Ça veut dire quoi concrètement, repenser la ville ? Il faut faire très vite, donc je vais dire mettre des arbres, puisque c'est le climatiseur le plus puissant et naturel qui soit. Des arbres, de l'ombre et puis de l'évapotranspiration qui baisse la température très fortement. Ça change complètement la donne. C'est ça la première mesure à faire en ville. C'est une des mesures qu'il faut, qui est, à mon avis, de bon sens. Lisa Bellucco ? Il faut vraiment retirer un maximum de bitume. Partout où on le peut, retirer du bitume, mettre de la végétation. Alors, il y a le sujet de la végétation, il faut qu'elle s'adapte aussi au changement climatique. Hein. Donc si c'est pour passer son temps à arroser avec des litres de flotte au moment où on en a le moins, c'est pas non plus le plus efficace, mais il y a des végétations qui s'adaptent, il y a des arbres qui s'adaptent, et il faut vraiment retirer un max de bitume. On le voit dès qu'on met un pied dehors, quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui, ça amplifie encore l'effet de chaleur et ça devient proprement insupportable. Antoine Vermorel, la droite, elle a beaucoup raillé Anne Hidalgo à Paris sur les oasis de fraîcheur dans les cours d'école où il fallait débitumer justement, sur les forêts urbaines. Est-ce que finalement, elle n'avait pas raison ? C'est pas la question de savoir si elle avait raison ou pas. Il y a des maires de droite qui le font. Et végétaliser des cours d'école, tout le monde le fait et c'est une très bonne chose.
Après, il faut aussi arriver à, et c'est là où je pense qu'il faut avoir de la mesure, c'est qu'il faut qu'on ait des îlots de fraîcheur aussi, mais de vrais îlots de fraîcheur, notamment pour les personnes vulnérables. Et quand vous voyez dans nos circonscriptions que quand il fait chaud, les gens vont au supermarché, ça serait bien qu'ils puissent aller aussi dans des lieux culturels, dans des services publics qui sont climatisés et qui les accueillent le temps de la journée, quoi. Voilà. Et ce n'est pas uniquement la végétalisation qui le permettra. Très bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Savourgarde. On l'a bien compris, hein, on est au tout début d'un très vaste chantier. L'adaptation au changement climatique, ça va prendre du temps et ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Un tout autre sujet à présent. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'affaire Le Squarnec, du nom de ce chirurgien condamné pour avoir violé ou agressé sexuellement plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants? Plusieurs victimes étaient auditionnées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Clément Perrault. Dans la salle d'audition, les victimes de Joël Le Squarnec soulèvent vite la question majeure que pose son parcours criminel. C'est un pénis d'adulte dans la bouche d'un enfant. Maintenant que vous avez bien l'image en tête, est-ce que vous confieriez vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants à un médecin qui se masturbe sur des viols d'enfants? Manon Lemoine soulève ici un point essentiel de l'enquête. En 2005, Joël Le Squarnec est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir consulté des sites pédopornographiques. Ses victimes dénoncent le fait qu'il ait pu ensuite continuer d'exercer auprès de mineurs pendant 12 ans, faisant de nombreuses victimes supplémentaires. L'ordre des médecins n'a rien fait. Et pourtant, c'était à eux d'agir. Les associations, personnellement, ils n'ont pas été à l'écoute. Le 119 a dit que j'étais prescrite sans m'avoir fait parler. Les autres associations nous ont pris pour des folles en disant que ce n'était pas possible, ils n'étaient pas au courant de l'affaire. La justice, elle nous a réduites au silence en nous donnant le statut de victime prescrite. Aucune mesure, aucun retour d'expérience n'a été mis en place dans les cliniques, dans les hôpitaux. Dans les cliniques où il est passé, depuis 2019, on sait ce qui s'est passé. Aucune clinique s'est dit on ne va pas attendre un procès pour agir. Rien. Ce que veulent ces victimes, c'est faire éclore pour la médecine, pour la justice et pour la société un après Le Squarnec. Et pour évoquer les leçons que l'on peut donc tirer de cette affaire Le Squarnec, nous accueillons ce soir Manon Lemoine. Bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir dans ce sujet. Vous êtes une des victimes de ce chirurgien, porte-parole du collectif des victimes qui a été monté et qui a participé évidemment au procès en tant que partie civile. Marie Grimaud, bonsoir. Vous êtes avocate et vous avez défendu plusieurs victimes de Joël Le Squarnec, une quarantaine, je crois, de victimes. Et Frédéric Valtou, bonsoir. Vous êtes président de la Commission des affaires sociales. Et c'est donc à votre initiative et à celle de la Commission des lois également qu'ont eu lieu ces auditions aujourd'hui. Je commence par vous, Manon Lemoine. Dans quel état d'esprit sortez-vous de cette audition à l'Assemblée? Elle s'est achevée il y a 15 minutes à peine. Oui, 15 minutes à peine en vrai. On a été vraiment entendus. Je trouve qu'on a eu un temps de parole conséquent pour pouvoir essayer d'exposer au maximum l'ampleur de cette affaire. Elle est tellement dantesque, tentaculaire que c'est assez compliqué de pouvoir couvrir l'ensemble des sujets. Pour autant, on a pu aborder l'ensemble des points qui nous semblaient, nous, importants. Et on a aussi constaté qu'il restait des méconnaissances conséquentes sur ce dossier, puisqu'il y a eu des questions qui étaient quand même parfois à côté, non volontaires, mais parce que ce dossier n'est pas assez maîtrisé dans la sphère sociétale, mais aussi politique. Sur les dysfonctionnements, notamment, vous avez l'impression que la représentation nationale n'est peut-être pas consciente de tout ce qui s'est passé dans cette affaire? Non, c'est certain qu'il n'y a pas une conscience de l'ensemble des enjeux de cette affaire. Que ce soit sur l'accompagnement des victimes, que ce soit sur les enjeux qui se sont passés, des dysfonctionnements au sein de la santé et des dénonciations ou non, et sur tout le plan judiciaire. On a eu aussi pas mal de questions sur le plan judiciaire qui ont été adressées à Maître Grimaud, et on a pu constater qu'il y avait une incompréhension
du fait que nous n'avons pas été traités comme des victimes qui avaient besoin d'un procès à la hauteur de l'affaire et à la hauteur de l'accompagnement qui nous était nécessaire pendant cette affaire. Frédéric Valletoux, quel est l'objectif de ces auditions pour vous et sur quoi est-ce que ça pourrait déboucher? L'objectif de cette audition, c'était d'abord d'entendre ce collectif, ces victimes, sur une affaire dont, même si effectivement les uns et les autres peut-être avaient un regard plus ou moins éloigné et une connaissance plus ou moins fine, mais c'est le reflet aussi de ce qu'est la société, mais néanmoins un procès qui a mis en valeur tellement de dysfonctionnements à tous les étages, à la fois dans le temps, à tous les moments, mais aussi à tous les étages de la procédure. On ne pouvait pas rester les bras ballants et sourds à ce que disaient à la fois les victimes, que grâce à Sandrine Rousseau, j'avais eu la chance de rencontrer quelques semaines avant, pour entendre aussi et mesurer l'étendue des sujets qu'on allait évoquer. Et c'est pour ça que j'avais proposé à la commission des lois de s'associer à cette audition de manière à ce qu'on puisse avoir un spectre d'expertise le plus large possible. Donc ne pas rester muet face effectivement à ce que disent les victimes, mais aussi ce que finalement a révélé la procédure et la Cour, qui ont mis des dysfonctionnements nombreux qui appellent effectivement une réponse politique. Alors ces dysfonctionnements, Marie Grimaud, est-ce qu'on peut en parler concrètement? Quels sont-ils? De quelle nature? Qui ont-ils concerné? Quelles institutions ont failli? Alors voilà une grande question pour quelques minutes de réponse quand elle pourrait faire l'objet d'une audition. Peut-être commencer par ce qui s'est passé en 2005, cette condamnation de Joël Le Squarnec pour il va être condamné pour consultation d'un site pédopornographique. Et pour détention d'images à caractère pédopornographique. Condamné en 2005, titularisé un an plus tard dans un hôpital du Morbihan. Qu'est-ce qui a dysfonctionné à ce moment-là? Déjà, il y a des dysfonctionnements judiciaires, c'est-à-dire que vous partez de cette première condamnation, c'est 4 mois avec sursis, pas d'obligation de soins, pas d'interdiction d'exercer auprès de mineurs, c'est-à-dire que l'arsenal juridique existant n'a pas été mobilisé sur le cas de monsieur Le Squarnec. Il va y avoir après des dysfonctionnements sur la chaîne, je dirais, médicale, des instances ordinales, puisque M. Le Squarnec lui-même va déclarer sa condamnation auprès de plusieurs instances. Elles ne vont pas s'en emparer. Il va y avoir un problème de communication aussi entre les différents hôpitaux. Et puis un refus net de prendre la responsabilité d'une décision qui viendrait radier M. Le Squarnec, qui viendrait l'empêcher finalement à pouvoir exercer. Et aujourd'hui, on assiste quand même par voie de médias, à un joli ping-pong entre l'Ordre national des médecins et les ordres départementaux. Après, excusez-moi, dysfonctionnement, je dirais, sociétal, dans le sens où il y avait quand même une responsabilité de la société dans l'accompagnement, dans le soutien à apporter à l'ensemble de ces victimes. Et là aussi, des mécanismes existants qui ont dysfonctionné, qui n'ont pas eu, je dirais, toute la compréhension de ce dont ces personnes avaient besoin avant, pendant et après ce procès. Manon Lemoine, on vous a entendu dans le sujet devant les députés. Vous en voulez beaucoup à l'Ordre national des médecins. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque de la condamnation de 2005 de Joël Le Squarnec? Alors, j'en veux pas beaucoup à l'Ordre national des médecins. Je suis désolée de vous contredire. D'une, parce que c'est pas eux que j'ai mis notamment en tort tout à l'heure à l'Assemblée. Et de deux, c'est juste parce que je portais le volet santé sur les personnes qu'on représentait. Donc, j'ai parlé de tous ces dysfonctionnements. J'en veux à monsieur Le Squarnec déjà dans un premier temps, parce que c'est lui qui a eu ces actes. Et après, Maître Grimaud le disait, mais il y a d'autres choses que je reproche. C'est juste que je les portais pas. Et on a décidé aussi de faire un travail collectif, puisque c'est le propre de notre collectif. Après, pourquoi je reproche aux ordres côté département, c'est qu'ils avaient à chaque fois la possibilité d'agir. Ils avaient à chaque fois la possibilité de statuer de leur côté, puisqu'ils n'ont pas de dépendance avec toute la partie judiciaire
pénale ou correctionnelle. Ils peuvent prendre leurs propres décisions, aller saisir les chambres disciplinaires régionales. Et aucun ne l'a fait, notamment par lâcheté, parce qu'il y a toujours une crainte de se dire est-ce que ça ira au bout. Et c'est ça que je reproche. Et il y a un élément quand même très important pour montrer la lâcheté jusqu'au bout de je me renvoie la balle et c'est pas vraiment mon sujet, c'est que si Joël Le Squarnec aujourd'hui ne peut plus exercer en tant que médecin, ce n'est pas du fait de l'ordre des médecins, quel que soit le département national. C'est simplement du fait de la justice, parce qu'il a un casier du judiciaire et des mesures de sûreté. Mais en 2017, quand il est arrêté, quand il y a une perquisition sur son lieu de travail, que tout est découvert, l'horreur de ce qu'il est, l'ordre de médecin ne saisit jamais la chambre disciplinaire pour le radier. Il aurait pu reprendre une activité. Il y a toute une question, tout un enjeu aussi autour du casier judiciaire. Déjà le temps, le délai d'inscription de la condamnation au casier judiciaire. Et puis il y a la question de l'accès à ce casier judiciaire, notamment pour les hôpitaux quand ils recrutent leur personnel, que ce soit personnel médical, soignant. Comment traiter cela? Est-ce que aujourd'hui un hôpital qui veut recruter un médecin, il a accès à ces informations-là ou pas? Il a accès aux informations s'il y a condamnation et si les procédures judiciaires ont été jusqu'au bout. Mais très clairement, cette affaire montre qu'il y a une surdité entre les institutions qui a été phénoménale. Il y a sans doute effectivement de la complaisance qui s'est nichée par là. Il y a sans doute tout un tas d'insuffisances, des alertes, d'écoute des alertes qui ont pu être données à différents moments. Mais il y a sur le plan institutionnel, et c'est aussi ça. Parce qu'en fait, le but de cette audition, ça n'est pas de refaire le procès qui a déjà été fait, qui s'est tenu. C'est pas évidemment la mission du législateur. Par contre, la mission du législateur, c'est d'écouter ce qu'un drame comme celui-là dit de l'état de la société, des dysfonctionnements institutionnels, administratifs, éthiques, ordinaux, et qu'on puisse effectivement voir quelle c'est la conséquence. Parce que, mais par exemple, il faut qu'il y ait une obligation de consulter le casier judiciaire avant de recruter quelqu'un à l'hôpital, vous pensez? On va voir quelles sont les mesures à tirer de tout ça. On a très envie, tous, les députés qui avons assisté à cet après-midi d'audition, d'aller plus loin, d'entendre effectivement ce que les institutions ont à dire aussi, de leurs propres responsabilités, pas les personnes elles-mêmes qui ont participé au drame, parce que ça, elles ont été entendues par la Cour, mais par contre, ce que l'ordre national, ce que les hôpitaux, de manière structurelle, ce que le ministère de la Santé, ce que les agences régionales de santé... Donc vous allez poursuivre ces auditions? Certainement, on va poursuivre ces auditions, on va tirer le fil de tout ce que cette affaire révèle pour essayer autant que possible qu'elle ne puisse pas se reproduire et de créer les conditions, effectivement, d'un partage d'informations qui soit plus clair, plus net, plus établi, d'écoute qui permettent des alertes mieux prises en compte. Tout ça, c'est un travail qu'on va effectivement démarrer. Le temps 1, c'était cet après-midi, mais il annonce d'autres temps. Marie Grimaud, cette affaire elle a une dimension vraiment inédite en France. Plus de 300 personnes victimes de viols, d'agressions sexuelles, dont beaucoup d'enfants. Ça soulève des questions notamment sur l'adaptation de l'échelle des peines. Est-ce qu'il faut prévoir une peine plus lourde quand une personne accusée cumule autant de circonstances aggravantes que Joël Le Squarnec, donc crime sexuel sur mineur, utilisation de son autorité en tant que médecin, et puis l'ampleur de cette affaire, plus de 300 victimes? La réponse me paraît évidente, sans y mettre de la morale dedans, puisque lorsque vous êtes auteur d'un vol et que plusieurs circonstances aggravantes sont présentes, vous avez une échelle de peine qui augmente. Quand vous êtes auteur de violence, pareil, notre code le prévoit. Donc quelle est la logique de ne pas le prévoir pour un auteur d'infraction sexuelle? Il y a eu un impensé, là, à mon avis, du législateur. Aujourd'hui, quand il y a un cumul de circonstances aggravantes, ça signifie donc une gravité importante de l'acte, mais surtout un élément de dangerosité de l'auteur de ces infractions-là, et il faut augmenter le quantum. On ne doit pas rester sur le plafond de 20, on peut envisager un plafond de 30, d'autant que ça permettra derrière des mécanismes de mesure de sûreté bien plus importants qui sont ouverts dès lors qu'on est au-dessus de 30. On n'est quand même pas... ce cumul, il est déjà existant. On ne pourrait pas craindre je dirais que le Conseil constitutionnel vienne invalider cela, puisque notre code le permet déjà. Donc je pense que le mécanisme, notamment au niveau de la Commission des lois, ne devrait pas être très compliqué à trouver.
Il y a une autre question, je me tourne peut-être vers vous, c'est la question de la prescription des crimes commis sur mineurs, des crimes sexuels sur mineurs. On a entendu une des victimes s'exprimer devant les députés, expliquer que pour elle, justice n'a pas été rendue. Je crois qu'il y a 19 victimes pour lesquelles les faits ont été jugés prescrits. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la représentation nationale aujourd'hui sur ce sujet-là? Nous, on attend que les personnes, l'ensemble de nos élus se rendent compte qu'on ne peut pas faire de concurrence entre les victimes. C'est une violence inouïe de voir un procès qui a lieu et de se dire je ne peux pas, moi, avoir ce statut, cette validation pour permettre une reconstruction. Alexandra a pu assister au procès parce que des images pédopornographiques de Joël Le Squarnec avaient été prises d'elle enfant. Donc c'est ce qui lui a permis d'entrer dans ce dossier, mais autrement elle n'aurait pas pu. Elle n'a été donc que simple témoin. Et c'est d'une violence inouïe de dire vous êtes témoin et vous êtes victime. En termes de réparation aussi, en termes indemnitaires derrière. Nous, on a au sein du collectif des personnes qui ont vécu cette prescription au sein du volet 1 ou du volet 2. Chacune nous fait état de cette violence. Et certaines, d'ailleurs, ont été contactées par les gendarmes pour leur dire bonjour, on vous a trouvé dans les carnets, vous êtes victime de Le Squarnec. Pour ensuite leur dire vous êtes écarté du dossier parce que prescrite. Et là, eux, ils en ont pour perpète, dans tous les cas, sur leur reconstruction, sur les mots, sur la difficulté d'évoluer, d'évaluer aussi qu'est-ce qui ressort de ces violences ou non. Il n'y a pas l'accompagnement derrière. C'est pas normal qu'on crée cette concurrence victimaire sur des crimes aussi graves. Frédéric Valletoux, là on est sur deux sujets qui concernent plus la commission des lois que votre commission des affaires sociales, mais vous, comment vous réagissez à ce que vous entendez là? J'entends, je réagis, je suis conforté dans l'idée que ce soit bien via la commission des lois ou via la commission des affaires sociales, les deux choses étant liées, on puisse avancer sur ce sujet. Enfin, notre société est peut-être passée au moment du procès sur la compréhension de ce qu'était cette affaire. Très certainement. Et tous, nous, parties prenantes étant responsables politiques, les médias sans doute aussi, etc. Comment vous l'expliquez cela? Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce procès très médiatisé autour de Gisèle Pellicot. Oui, bien sûr. Et là, on a une affaire d'une ampleur énorme. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu le même écho. Justement, c'est pas parce qu'elle était d'une ampleur énorme qu'elle était compliquée peut-être à appréhender. Pardon, mais le nombre des victimes, le temps pendant lequel tout ça s'est écoulé, le fait que ça concerne d'abord des enfants, le fait que ça concerne un médecin, une blouse blanche, ça fait beaucoup de tabous, là. Ça fait beaucoup de tabous mis dans le même saladier, pardon de l'expression. Oui, mais ça fait beaucoup de tabous mis dans le checker. Et donc, c'est vrai qu'à l'arrivée, je pense qu'on est collectivement passé à côté de ce que cette affaire dit de la société, de ses dysfonctionnements. Et donc, il nous revient vraiment, et je le dis avec beaucoup de sérieux, il nous revient maintenant de faire ce travail, voilà, parce que c'est notre responsabilité. Et sincèrement, je pense qu'on ouvre un couvercle qui va révéler, derrière la nécessité d'aller assez loin. Et ça ne sera pas qu'une disposition de la loi. Il va falloir qu'on travaille avec les institutions pour veiller aussi à ce qu'elles-mêmes puissent se réformer. Il y a des choses qui vont ressortir de la loi, mais tout ne ressort pas de la loi. Il y a aussi des pratiques. Il y a aussi des pratiques dans l'administration, dans les institutions, qu'il va falloir faire évoluer. Et ça, c'est plus une affaire de mentalité, de pression que peut mettre le législateur ou la représentation nationale, plus que de réécriture de la loi. Ça, on va le voir. Marie Grimaud, vous êtes spécialisée en tant qu'avocate dans la protection de l'enfance. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Valletoux sur les raisons peut-être qui peuvent expliquer pourquoi on n'a pas autant parlé de ce procès qu'il aurait fallu le faire? Il y avait trop de tabous là-dedans? Oui, je suis plutôt d'accord avec cette analyse-là. Mais finalement, tous les procès où on parle de pédocriminalité sont invisibilisés dans notre société. Ce
Ce ne sont pas les mêmes mouvements. On a le mouvement féministe qui est extrêmement important, qui ne touche quand même pas encore, je dirais, la question des enfants. C'est compliqué d'avoir un visage d'enfant dans la presse. Des femmes peuvent incarner, et c'est aussi ce qu'incarne Manon, mais Gabriel aussi, mais avec des visages d'adultes. Donc c'est tout ça qui est compliqué. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette malheureuse spécialité. Des commissions d'enquête, j'en ai vu passer. Des auditions, j'en ai eu. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui change aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culpabilité. Moi, je ressens beaucoup de culpabilité chez nos représentants de pas avoir compris ce qui est en train de se jouer dans ce procès. Alors, ça a pris beaucoup d'énergie pour le collectif. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais je crois que vous avez tous un sentiment de culpabilité. Et c'est parfois ce sentiment-là qui fait que les choses peuvent changer, qu'elles peuvent basculer. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas autant de responsabilité. Alors le mot est peut-être fort, hein, mais moi je le sens dans les médias. Frédéric Valletoux, je crois que ça vous fait réagir. Non, le mot ne me choque pas. Sincèrement, le mot ne me choque pas. Je le prends, le mot ne me choque pas. À côté de ça, il y a le temps de la justice, et vous savez que nous, on ne peut intervenir qu'en dehors du temps de la justice. C'est-à-dire que on ne peut pas, pendant l'enquête, pendant l'investigation, pendant le temps de la justice... Si, vous le faites sur Bétarame. Ah ben, enfin, nous, il y a eu plusieurs commissions d'enquête avec un temps judiciaire en même temps. Regardez, il y a une grande différence là. On a choisi justement, et on a choisi de ne pas aller vers une commission d'enquête. Bien sûr. On a choisi, avec le président de la commission des lois, de proposer à nos commissaires, enfin aux commissaires de ces deux commissions, depuis LFI jusqu'au RN, pour prendre les deux extrêmes de notre Assemblée, de se réunir dans des auditions qu'on veut pousser ensemble. Donc ce n'est pas une commission d'enquête, ce n'est pas une mission d'information, ce n'est pas un groupe de travail, ce n'est pas je ne sais pas quoi. On est dans quelque chose de, je pense, peut-être, mais parce que je suis parlementaire que depuis 3 ans, j'ai encore le droit d'être naïf, mais peut-être de plus puissant. En tout cas dans les résultats qu'on espère pouvoir obtenir. Voilà, est-ce qu'on empêchera tous les futurs drames? Je ne sais pas, et certainement pas. Mais en tous les cas, on ne pourra pas dire, on va essayer en tout cas de répondre à cette interpellation, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé de faire. C'est ce que je souhaite qu'on puisse faire. C'est un dossier, excusez-moi, je m'en arrêterai là, parce que parler de cette affaire-là, c'est parler de milliers d'affaires en réalité. C'est en ça que ce dossier, il est extrêmement important, sans faire de la concurrence. Parce que parler du dossier Le Squarnec, c'est parler de ces milliers d'enfants sur le territoire, c'est parler de ces milliers de professionnels qui sont en cours d'enquête. Ce dossier concentre tout. Et que parfois, il faut être aussi rentable dans les travaux que nous pouvons faire. Et ce dossier permet cela. Donc, c'était important de le souligner. Votre regard à vous, sur tout cet échange auquel vous venez d'assister, vous, en tant que victime, ça vous fait quoi? Alors, le temps législatif et le temps judiciaire qu'on sépare, je peux l'entendre. La seule difficulté, c'est que quand on n'a aucune... Il n'y a pas eu de film de ce procès, il n'y a pas eu de retranscription globale de ce procès, ce qui fait qu'on en fait quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont victimes, comme nous, de se mobiliser pour aller interpeller et crier, faire entendre notre voix. Quelques députés se sont déplacés au sein du tribunal, mais très peu. Donc, et tardivement aussi, puisque c'était pour la plupart après notre cri d'alerte qu'on passait à côté de ce procès. Donc, je peux l'entendre, mais la seule chose, c'est que comment se saisir d'un dossier si on ne le prend pas aussi au moment où il est en train de se jouer et qu'on attend de le traiter une fois que le temps judiciaire est passé, ça veut dire qu'on compte encore une fois sur les victimes pour le faire. Et malheureusement, déjà d'une, c'est pas notre métier. Enfin, moi, je suis pas experte en ordre médical ou autre. Et on se retrouve dans des situations qui sont parfois délicates sur notre temps personnel, notre énergie personnelle et sur nos propres fonds. Et on n'est pas... on est un peu là, en cause perdue, en fait. D'un mot, Marie Grimaud, on ne sait sans doute pas encore tout de Joël Le Squarnec, du nombre de victimes qu'il a faites. Est-ce que vous savez si certaines personnes se sont manifestées depuis le procès en disant « j'ai été victime de Joël Le Squarnec » ? Pas depuis, avant et pendant. Des personnes se sont manifestées. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un autre procès? J'accompagne également une victime qui a été oubliée dans les journaux. Oui, il pourrait y avoir un autre procès, avec quand même une précision qui est importante pour ceux qui nous écoutent. Le quantum de la peine a été atteint.
c'est-à-dire 20 ans. Si un nouveau procès devait se passer, de toute façon, on ne pourrait pas aller au-delà. On n'a pas de principe de cumul des peines, ce qui pourrait nous amener dans une forme de situation un peu incongrue. Merci. En fonction de la fin. Quelqu'un qui se présente à un procès libre et qui en sortirait libre. C'est important de le savoir. Merci beaucoup à tous les trois et on suivra donc les prochaines auditions que vous mènerez, Commission des Affaires sociales et Commission des lois réunies. On prend la direction de l'Assemblée à présent pour aller voir Marco Pommier. Marco, vous suivez pour nous cette motion de censure déposée par le Parti socialiste donc contre le gouvernement de François Bayrou. Elle était débattue pendant tout l'après-midi. Je crois que le vote vient d'avoir lieu. Oui, tout à fait, Clément. Et sans surprise, la motion n'a pas été adoptée. Il fallait au moins 289 voix pour faire tomber François Bayrou et son gouvernement. Cette motion, elle en a recueilli 189 des voix. Alors c'était couru d'avance puisque le RN, puisque Marine Le Pen notamment avait confirmé ce matin que le RN ne voterait pas cette motion de censure, motion défendue par les socialistes après l'échec du conclave sur les retraites. Et je me trouve justement avec l'une de ces socialistes, Estelle Mercier. C'est vous qui avez défendu cette motion à la tribune tout à l'heure. Bon, c'est un coup d'épée dans l'eau pour les socialistes. Non, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Nous avions déposé cette motion de censure parce que nous avons clôturé un cycle. En janvier, nous avions tendu la main à ce gouvernement pour pouvoir négocier des améliorations pour les Français. Le gouvernement et M. Bayrou ont trahi leurs engagements. Et donc aujourd'hui, le vote, il est clair sur la réforme des retraites notamment et sur l'échec du conclave et sur le fait que le texte ne revient pas au Parlement comme il s'était engagé. Nous avons déposé une motion de censure. Et pourtant, François Bayrou vous a dit tout à l'heure dans l'hémicycle qu'il y aurait bien un projet de loi débattu par le Parlement avec les points qui faisaient consensus entre les partenaires sociaux. Alors ce qu'il a défendu, c'est les points qui faisaient consensus effectivement avec les partenaires sociaux, mais il n'a pas donné tous les points qui ne faisaient pas consensus et qui faisaient qu'en fait il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. Donc évidemment ces points-là, ils sont déjà, on va dire, acquis. Et par rapport au projet de loi, ce n'est pas un projet de loi qu'il propose, mais c'est d'ajouter des mesures au PLFSS. Or il sait très bien que nous n'aurons pas un vrai débat comme nous l'avions demandé, un débat de fond sur la réforme des retraites. Merci beaucoup Estelle Mercier pour cette réaction. François Bayrou qui est donc toujours Premier ministre ce soir, il a résisté à sa 8e motion de censure. Et merci à vous Marco Pommier, donc en direct de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Et pour débattre de cette motion de censure, j'accueille ce soir Stéphanie Despierres et Sophie de Ravinel. Bonsoir à toutes les deux. Stéphanie, vous êtes journaliste parlementaire à LCP et Sophie, vous êtes chroniqueuse politique chez nos confrères de Public Sénat. Je commence avec vous Stéphanie. On peut dire que c'est sans surprise, chacun a tenu son rôle en quelque sorte. Chacun a tenu son rôle. La gauche a voté la motion de censure. Le Rassemblement national, comme il l'annonçait depuis plusieurs jours, n'a pas censuré François Bayrou en expliquant que c'était une censure qui n'aurait rien apporté aux Français, que c'était une censure pour rien. Donc, a priori, il n'y a pas de surprise ce soir. Comme François Bayrou s'y attendait, il était serein. Il avait même dit que cette motion de censure était une blague. Il a tapé assez fort sur les socialistes pendant son discours tout à l'heure. Donc, il reste en poste. Après, la question est de savoir combien de temps et à quand la future censure et peut-être cette fois une vraie censure. Sophie de Ravinel, le suspense il avait été élevé par Jordan Bardella il y a quelques jours en disant que le RN ne censurerait pas sur cette question des retraites alors que les 64 ans restent dans le viseur du RN officiellement. Est-ce que c'est une prise de risque pour le RN de ne pas censurer sur ce sujet des retraites par rapport à son électorat ? Alors en fait, je pense, moi, qu'ils ont convenu tous ensemble que cette question de l'âge n'était plus possible et que ça n'était pas la peine de se battre là-dessus, que ça restait un sujet qui était désormais quasiment derrière eux. Alors en matière de risque, je pense qu'il y a plus d'intérêt, si vous voulez, plus d'avantages à se focaliser à la rentrée sur les questions de finances, d'impôts et de budget. Et là, leur électorat va sans doute, non pas mieux les suivre, mais plus, évidemment, parce que la bataille sera beaucoup plus symbolique. On les a entendus toute la journée, vous l'avez dit ces derniers jours, parler de cette bataille qui est devant eux, qui est celle des finances, qui est celle du budget, qui est celle de la rentrée. Et en fait, il va y avoir un moment possible de censure et un moment possible de dissolution assez court avant les élections municipales du printemps prochain, parce que le temps est très serré. Stéphanie Despierres, le RN a donné rendez-vous à François Bayrou à la rentrée. Et c'est le RN qui a toutes les cartes en main désormais. C'est lui qui a droit de vie ou de mort sur ce gouvernement ?
Oui, parce qu'on le rappelle, c'est le plus gros groupe à l'Assemblée nationale, et tant qu'il n'adjoint pas ses voix à celle de la gauche, le gouvernement de François Bayrou ou d'un quelconque autre Premier ministre ne tombe pas. Il a très clairement redit ce matin, par la voix d'ailleurs de Marine Le Pen, que le rendez-vous c'était au budget ou sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça c'est un sujet technique, mais on parle du prix de l'électricité, et le RN en a fait une ligne rouge. Ils ont des exigences là-dessus. On attend des décrets, la fin d'une discussion parlementaire et des décrets sur l'énergie. Et là aussi, ils vont surveiller, mais ça faisait en effet plusieurs jours, plusieurs semaines que le RN disait qu'ils censuraient sur le budget, parce qu'ils ont aussi besoin de quelque chose qui puisse être facilement explicable à leurs électeurs. Et l'année dernière, ils avaient établi 2-3 lignes rouges jusqu'au dernier moment, avant de faire tomber Michel Barnier, et ils avaient identifié 3 sujets sur la désindexation des retraites, des sujets faciles à expliquer à leurs électeurs. Sophie de Ravenel, le PS dit clairement aujourd'hui on veut changer de Premier ministre. Est-ce que le PS assume, en faisant cela, d'avoir redonné la main au Rassemblement national d'une certaine façon? Eh bien, ils n'avaient pas vraiment le choix, parce que c'est vraiment le Rassemblement national qui est quand même le kingmakers, comme on dit en anglais, le faiseur de roi. C'est-à-dire que la majorité, le poids est du côté du RN. Alors, ils ont présenté cette motion, ils savaient qu'elle était symbolique, et ils la suivront sans doute à la rentrée pour une part d'entre eux. Parce qu'il faut se souvenir de François Hollande, donc l'ancien chef de l'État, qui a dit qu'il acceptait de voter cette censure à condition que le RN n'y aille pas. Donc on imagine bien que tout le groupe de gauche, tous les groupes de gauche ne seront pas favorables à cette censure potentiellement suivie d'une dissolution. Mais ils n'avaient pas le choix. Stéphanie, il n'y a pas que la gauche et le RN qui sont en colère contre François Bayrou, ça grogne aussi dans ce qu'on appelle le socle commun. Oui, ça grogne de plus en plus, et notamment au sein du groupe macroniste qui trouve que François Bayrou, son côté qui trouve qu'il ne fait rien, qu'il ne fait pas assez de choses, qu'il n'agit pas et qu'il ne fait que des choses pour durer. Et ça commence à les agacer. On voit aussi des frictions entre les macronistes, entre les républicains, entre Horizon, entre le Modem, qui est le parti de François Bayrou. Et on sent déjà que certains députés macronistes se projettent sur un autre Premier ministre. On sent qu'il y a déjà des écuries, il y a des partisans de tel ou tel, en se disant il va tomber, si c'est pas maintenant, c'est à l'automne. Nous, on voudrait un tel ou un tel, sauf que le problème, c'est que le nom risque de ne pas changer grand-chose à la configuration politique. Donc il n'y a pas une coalition plus solide entre le bloc central, les Républicains ou peut-être une partie des socialistes. On va se retrouver exactement dans la même position qu'en ce moment, avec un Premier ministre qui sera très fragile. Sophie de Ravenel, on va vers quoi selon vous? Parce que là, si on vous écoute, pour vous, il n'y a pas de doute sur le fait que le gouvernement Bayrou va tomber à la rentrée sur le budget? Il y a toujours un doute, parce qu'il y a le poids économique. Il y a les acteurs économiques qui n'ont pas intérêt à une nouvelle instabilité pour la France et qui vont faire pression sur les acteurs politiques, sur le gouvernement, sur toutes sortes de réseaux d'influence pour essayer d'empêcher cela. Parce que tout le monde sait très bien que cette censure, potentiellement, encore une fois, pas obligatoirement suivie d'une dissolution, va remettre en cause, y compris la personne du chef de l'État, Emmanuel Macron. Ça avait déjà été le cas la dernière fois, la dissolution d'il y a un an. Et donc je pense que la seule barrière est une barrière économique. Stéphanie Despierres, est-ce que la perspective d'une nouvelle dissolution, elle est évoquée par les députés avec qui vous parlez? Alors, les députés en parlent un peu en ce moment parce qu'évidemment c'est l'anniversaire des élections de l'année dernière, mais certes, tous sont très partagés. Beaucoup n'y croient plus parce que le président de la République a dit formellement, pour une fois, il a fait son mea culpa en fin d'année dernière, donc il a dit que c'était une erreur. En revanche, quand on leur demande si à un moment, vu la situation politique, le blocage, ce ne sera peut-être pas la seule solution, mais il y en a beaucoup qui disent peut-être, on ne sait pas, il faut voir. Sachant que dans les partis, beaucoup n'auront pas intérêt de toute façon à une dissolution à un moment où il y a des municipales, etc. Et le RN, qui avait beaucoup parlé de dissolution à la rentrée, n'en parlait plus, commence à en reparler, probablement parce que... Marine Le Pen a clairement dit à son groupe, à ses députés, préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Donc ils se préparent. On sait qu'il y a d'autres groupes qui se préparent. Ils sont plus ou moins prêts. Donc c'est une éventualité qu'ils ne veulent pas totalement écartés. Ils ont bien compris la leçon de la dernière fois, mais pour l'instant, ça me paraît un peu prématuré. Sophie de Ravenel, vous semblez dire qu'on va vers une dissolution. Ça veut dire que vous n'envisagez pas la possibilité que les alliances soient remaniées d'une certaine façon, qu'une autre alliance voit le jour, qu'une personnalité émerge éventuellement pour devenir Premier ministre? J'imagine, voilà, c'est la dernière option, que le chef de l'État choisira d'essayer de construire un autre gouvernement avec une autre personnalité que celle de François Bayrou, qui n'est jamais, on n'a jamais eu un Premier ministre qui soit quasiment aussi bas, même Édith Cresson, je crois, n'était pas
tomber aussi bas. Et donc on pense à Sébastien Lecornu naturellement, puisque c'était lui que le chef de l'État voulait placer à l'origine, avant que François Bayrou ne vienne faire un bras de fer pour, entre guillemets, s'imposer. Mais la solution est tellement évidente. Est-ce que ça sera une solution? Je ne sais pas. Ça pourrait permettre de faire durer au moins le gouvernement et peut-être le chef de l'État pendant 2 ans. Les macronistes parlent beaucoup aussi de Catherine Vautrin. Elle a un petit fan club au sein des macronistes. En tout cas, François Bayrou reste Premier ministre et le restera tout au long de l'été. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau de Ça vous regarde. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bonne soirée sur LCP.